Sortir de sa bulle, partager, c'est maintenant. Bienvenue sur EthiqueTV.fr. Nous avons entrepris un beau périple en voiture depuis la région parisienne vers le sud-ouest et le sud-est de la France. La première étape fut entre Bordeaux et Toulouse, à la Maison Forte, où Philippe nous a présenté la philosophie du projet. Ensuite, une seconde vidéo avec Sébastien, qui nous a présenté son expérience à travers une visite de son jardin permacole. Nous sommes allés à Tarbes retrouver Roxane, qui nous a présenté l'association Enfance et Liberté. Ensuite, une seconde vidéo avec elle sur son projet de film long-métrage Super Héros. Nous avons retrouvé Nina et Jacques, de la chaîne YouTube Destination Bonheur, chez eux, qui nous ont proposé une visite de leur lieu de 3000 m² qu'ils développent sur les bases de la permaculture et de la forêt comestible. Nous sommes allés dans les Pyrénées à la rencontre de Bernard Bertrand, qui nous a partagé ses 40 dernières années de vie au service de la nature. Ensuite, nous sommes allés du côté de Fayence retrouver Stéphanie qui immortalise dans son propre jardin les portraits d'une biodiversité grandissante. Pour terminer ce voyage, nous sommes allés du côté de Valence pour retrouver Ariane et Alain dans leur ferme biologique et écotouristique. Alain, avec qui nous avions fait la toute première vidéo Éthique TV il y a 3 ans à l'occasion de son retour d'un tour du monde en vélo. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et belle découverte à vous. Sortir de sa bulle, partager, c'est maintenant ou jamais. Ça peut faire des émules, qui sait. Bonjour Bernard. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, super, vraiment très heureux de venir chez toi, dans les Pyrénées, dans ta ferme dans laquelle tu es installé depuis très longtemps. 40 et quelques années, oui. Voilà, donc je vais juste faire un petit tour du côté de la fenêtre pour vous montrer. Bon, il fait pas beau, mais on est en plein dans les Pyrénées. On a une très très belle vue sur la vallée. Bon, on ne se rend pas vraiment compte, c'est très couvert. Mais voilà, on vient te voir pour que tu nous parles. En fait, j'avais très envie de parler avec toi, de faire un tour d'horizon sur ta vie. Ouais. Sur ces centaines de livres que tu as écrits, sur cette maison d'édition, Terran Édition. Et alors déjà, contextuellement, nous sommes dans une ferme qui s'appelle Terran. Terran l'a bien nommé, ça signifie la bonne terre. Les anciens avaient appelé cette maison la maison Terran. Et j'ai repris ce nom et on a appelé la maison d'édition quand on l'a créée effectivement de ce nom-là. D'accord. Et alors donc, vous êtes donc c'est avec ton ex-épouse, la mère de tes 2 enfants. Vous êtes installé ici en 76, Ouais. fin 76, avec Annie Jeanne, dans le but de vivre en autonomie, en autarcie, dans notre petite ferme des Pyrénées. D'accord. On est arrivé là un peu par hasard, parce que j'ai été nommé objecteur de conscience à Saint-Gaudens. Ouais. Partant de là, on a trouvé la maison, on l'a acheté, on s'est implanté ici en 77. Et ensuite, en 1980, j'ai pris le statut d'agriculteur Oui. à la MSA. Et je dis plutôt fils d'agriculteur redevenu paysan, puisque je prenais le contre-pied complet de l'agriculture de l'époque, tel que je l'avais appris au lycée agricole et qui me déplaisait foncièrement. Dans quel sens ça te déplaisait? Parce que c'était que de la production, c'était hyper. Moi, j'avais déjà une passion naturaliste très forte et très prononcée. J'ai passé toute mon enfance à courir les haies, les bois et les champs, à la recherche des oiseaux, des petites bêtes ou même des plantes. Ouais. Et je voyais tout ça déjà à l'époque, il y a 40 ans, voler en éclats et partir en fumée, complètement dégradé par l'agriculture industrielle. À l'époque, j'avais monté un club nature au sein même du lycée agricole. Et on dénonçait l'arrivée du maïs dans les marais poitevins en particulier. Ouais. On était précurseurs, on nous a pris pour des fous, des lanceurs d'alerte. Hein, personne n'y croyait, tout le monde se moquait de nous. Quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, malheureusement, voilà, on ne peut que constater qu'on avait 1000 fois raison. Très bien. Et justement, cette ferme que vous avez inaugurée ici en 76, tu dis que c'était une micro-ferme. C'était une micro-ferme parce que moi, quand je me suis installé à la MSA en 1980, j'ai déclaré 2 hectares, je n'avais pas plus, j'avais même 1 hectare 80, il en fallait 2. Ils m'ont accepté en leur signant un papier sur l'honneur comme quoi je m'engageais à trouver les 20 hectares supplémentaires rapidement. Et j'ai eu la chance de m'installer comme agriculteur 6 mois avant
la mise en place, l'application d'un décret de loi qui imposait la SMI, la surface minimum d'installation, D'accord. qui dans les Pyrénées était de 14 hectares. Ouh là là, ça C'est-à-dire va, qu'à c'est 6 mois près, j'aurais jamais pu m'installer comme agriculteur. J'ai eu la chance de le faire en janvier 80 Ouais. et je me suis installé sur 2 hectares avec 3 vaches. J'ai vécu avec 3 vaches Ouais. et du package et j'ai vécu principalement en faisant de la vente directe. C'est-à-dire j'ai appliqué très tôt les principes de la vente directe qui m'ont permis sur une toute petite ferme de vivre très bien sans aucun endettement. 20 ans après, j'ai transmis à mon fils une ferme qui avait 0 centime d'euros d'endettement. Mais alors, quelles étaient vos rentrées d'argent avec si peu d'animaux? Alors, déjà, on faisait tout nous-mêmes. C'est le principe de vous faisiez l'autonomie et quoi? de l'autarcie. Ouais. Tout ce qui était travaux dans la maison, les fenêtres, j'ai été menuisier, plombier, électricien, maçon, couvreur, etc. Comme à l'époque. Voilà, j'ai tout fait moi-même pendant très très longtemps. Donc ça veut dire qu'on avait juste un peu de matériaux à acheter. Et encore le bois, par exemple, on le trouvait beaucoup ici autour de la maison. J'ai pas acheté de bois. Hein. J'ai appris à travailler à la main. Ouais. J'ai appris à partir d'un arbre à faire des planches et à faire des meubles. Tous les meubles qui sont dans cette pièce sont des meubles que j'ai fait moi-même. Pour la plupart, mais même tous ici, sont faits sans aucune machine électrique, tous manuellement. Et à partir de là, effectivement, on allège considérablement le budget d'une maison. On a mis 5-6 ans avant d'avoir notre première voiture, etc., etc. Au début, on faisait la cuisine à la cheminée, que vous voyez derrière moi. On a eu notre première gazinière à la naissance de notre fille, 3-4 ans après qu'on se soit installé ici. Enfin voilà, tout était basé sur le faire soi-même à moindre coût, avec de la récupération, mais de la récupération en local ici, avec ce qu'on trouvait sur place. Voilà. On n'avait pas de véhicule, donc on n'allait pas dans une déchetterie ou dans une décharge récupérer des choses. On prenait ici. Avec des vieux meubles, j'ai fait des meubles neufs, avec du bois coupé. Je me souviens d'avoir fait une armoire avec un énorme châtaignier qui était tombé tout près d'ici, etc., etc. D'accord. Vraiment la sobriété. Complètement. Ouais. Tout à fait. Et alors donc, toi, ton centre d'intérêt, comme tu disais tout à l'heure, c'était beaucoup les oiseaux, beaucoup la faune sauvage. Étant enfant, oui, je me suis beaucoup intéressé aux oiseaux et ça m'a poursuivi longtemps. Et les premiers écrits que j'ai faits, effectivement, étaient consacrés aux oiseaux. J'ai fait ce qu'on appelle de l'ethnozoologie, c'est-à-dire ce qui m'intéressait, c'était les rapports entre la nature et l'homme, et l'espèce humaine. Donc là, je montre des ouvrages que tu as écrits. Alors oui, la Chevêche, j'ai écrit les textes, effectivement. C'est un ami suisse qui a fait les photos. Le rêve de Nils Holgersson, c'est un clin d'œil au fabuleux voyage de Nils Holgersson, de la Suédoise Selma Lagerlöf. Et j'ai eu la chance de voler avec un ULM à côté des oies, comme je l'avais fait avant pour la route des grues, où j'avais, avec les enfants, suivi la migration des grues cendrées du sud de la Suède au sud de l'Espagne, dans un but pédagogique pour montrer aux petits camarades de mes enfants qui étaient restés en classe, mais aussi à une centaine d'autres écoles partout à travers le monde, qui suivaient ce voyage pour leur montrer toutes les difficultés des migrations et de la nécessité absolue qu'il y a à protéger ces voies migratoires. Okay. À chaque fois, dans mes projets, il y a toujours une dimension pédagogique forte, mais aussi militante. Les deux choses sont... Eh bien, justement, le militantisme, il va arriver avec l'ortie. Oui. Puisque tu vas dans le début des années 90, tu es l'une des premières personnes à écrire en France sur l'ortie. Ah ben oui, je pense que je peux même prétendre être le premier, en tout cas, du XXe siècle, peut-être avant, je ne sais pas, mais j'en ai pas trouvé. Plusieurs ouvrages, des éditions augmentées. Donc tous ces ouvrages-là, vous pourrez les retrouver dans la boutique Terran Magazine. On vous met tous les liens en description. Une version. Donc sur les secrets de l'ortie, qu'est-ce que tu nous as... Les secrets de l'ortie, c'est... Donc, après cette installation, au bout de 10-15 ans, on a eu envie de faire un petit peu autre chose. Et on a ouvert notre ferme au public, on a fait une ferme pédagogique. Voilà. Donc il fallait qu'on diversifie, les enfants étaient grands, on avait plus de besoins financiers. Il fallait qu'on diversifie un petit peu nos activités. De par notre formation, on avait fait tous les deux un BTS protection de l'environnement.
on avait cette envie de montrer notre exploitation et de faire des animations nature sur la ferme. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai créé un sentier d'interprétation à la québécoise, sur lequel, sur 9 stations différentes, j'ai expliqué comment un paysan, je ne parle pas d'agriculteur, ni d'exploitant agricole, mais sur lequel un paysan peut créer de la biodiversité. D'accord. Je montrais les prés que j'avais défrichés, dans lesquels les orchidées étaient revenues. Je montrais d'autres zones où des oiseaux venaient nicher. Qu'il n'y avait pas avant, tout simplement parce que j'avais ouvert le paysage et que je l'entretenais selon les principes de l'agriculture biologique et de la permaculture, puisque tout était associé. C'est même un petit peu de l'agroforesterie quand on voit ici l'omniprésence des arbres un petit peu partout. On est obligé de travailler avec. On peut pas travailler contre, à moins de créer un désert. On travaille avec. C'était l'un de mes grands leitmotifs, c'est travailler avec la nature plutôt que contre elle. Profiter de ce qu'elle nous apporte, des synergies qu'elle nous apporte. Si la nature est si luxuriante ici au milieu des Pyrénées, c'est pas un hasard. Cette luxuriance qu'on a dans la nature sauvage, on peut la recréer dans nos jardins, à condition effectivement de travailler avec la nature et non pas contre elle. Et là où c'est vraiment surprenant, et là tu m'as cloué le bec, c'est que tu me dis que tu lis pratiquement pas. Tu n'es pas un lecteur. Tu écris près de 100 livres, sans lire de livres, en fait. Ouais, je suis pas un grand lecteur. Déjà par faute de temps. Oui. Et puis, voilà, quand je démarre, il y a plein de gens qui me conseillent des bouquins. Tu devrais bien sûr. Qui m'en prêtent. J'arrive pas. Au bout de 2-3 pages, ça m'ennuie. Tu parles de permaculture sans avoir lu Bill Mollison. Tu parles d'agriculture sauvage sans avoir lu Fukuoka. Ouais. Donc ça, c'est juste... Mais au moins, je me dis toujours que voilà, je ne suis pas influencé par les Exactement, tu écris les livres comme tu as envie de les écrire. Comme j'ai envie de les écrire, voilà. Les livres me ressemblent. Alors par contre, je suis un grand dévoreur de BD. Ah bon, tu m'avais pas dit. De bande dessinée, d'accord. Oui, de bande dessinée, Superbe. Alors là, ça... Moi qui viens de la bande dessinée, ça me touche beaucoup. Ok, voilà. Moi, j'ai 2 bibliothèques de bande dessinée. Génial. Alors, écoute, quand on parle des orties, il y a même un DVD. Oui, l'ortie fait de la résistance. L'ortie fait de la résistance, qu'est-ce qui se passe? Un documentaire, oui, je me suis retrouvé ici, dans cette maison, au cœur d'une polémique, bien malgré moi, lorsque l'État français a voulu interdire la commercialisation des purins d'ortie, des extraits végétaux fermentés. Ça, c'est le début des années 2000? C'est ça, c'est le début des années 2000, avec une première altercation au Salon de l'Agriculture à Paris, où on était avec l'Association des Amis de l'Ortie, dont j'étais président à l'époque, et la DGCCRF qui est venue nous voir sur notre stand et qui est venue embêter, demander à 2 producteurs qui étaient avec nous, de purins d'ortie, de sortir leur bidon de l'étalage, qu'ils étaient interdits de vente. Ça, le temps a passé, on s'est battu, on a fait venir la presse et tout ça, ils ont renoncé un petit peu à leur interdiction. Mais 4 ans après, on avait écrit avec Éric Petiot et Jean-Paul Collert un bouquin qui a fait date depuis, qui s'appelle Purins d'ortie et compagnie. Et la DGCRF est allée embêter Éric Petiot chez lui, dans son laboratoire, dans l'Ain, à côté de Genève, pour lui interdire de fabriquer lui aussi ses extraits de plantes. Pourquoi ? C'est dangereux, c'est mauvais pour la nature. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait concurrence. Voilà. On nous dit, officiellement, tous les défenseurs de l'agriculture industrielle vous diront qu'il n'y a pas d'alternative aux pesticides chimiques. Bien sûr. Et c'est une manière comme une autre pour eux d'imposer ces produits et de faire en sorte qu'on ne puisse utiliser qu'eux. Or, c'est complètement faux, les alternatives aux pesticides chimiques existent. D'ailleurs, l'un des derniers titres d'Éric Petiot porte ce titre, les alternatives à la chimie. Elles existent. Les préparations naturelles peu préoccupantes sont des préparations à base de plantes qui permettent de soigner d'autres plantes. Et c'est très efficace, ça marche. Sauf que voilà, ça fait concurrence à l'industrie agroalimentaire, aux lobbies, qui font lobby auprès du gouvernement pour interdire ces produits. Et la guerre de l'ortie est partie d'ici. À l'époque, on avait un fax, téléphone fax. Aujourd'hui, les fax, on a oublié ce que c'était. Mais quand Eric a été embêté, il m'a téléphoné aussitôt. Moi, j'ai envoyé un fax à l'AFP pour signaler que la guerre de l'ortie allait redémarrer, puisque en 2002, on avait intitulé ce premier épisode « La guerre de l'ortie ». Et là, tous les médias se sont emparés de l'affaire. Ça a été assez fantastique, finalement. Du jour au lendemain, effectivement, on s'est retrouvé au centre d'une polémique qui était complètement absurde. C'était ridicule.
Tout le monde s'est moqué de l'administration française, ils n'ont pas dû bien apprécier. Il y a eu des articles dans The Times, partout, hein, en Amérique, partout. Tout le monde en a parlé. C'était pas planétaire, mais en tout cas dans toute la sphère très médiatisée. Ouais. Toute la sphère occidentale en a parlé. Tellement c'était ridicule de vouloir interdire une tisane pour soigner les plantes, alors qu'on nous abreuve de pesticides qui sont mortels, sur lesquels il y a des têtes de mort de dessinées. Voilà. C'est complètement aberrant. Quoi. Et d'autant plus que tu expliquais que le purin d'ortie, en fin de compte, cette solution booste en fin de compte le système immunitaire des plantes. C'est ça, exactement. C'est pas un produit qui tue quoi que ce soit. C'est exactement. quelque chose qui aide. Concentré, ça peut peut-être brûler des feuilles de certains légumes fragiles ou comme ça, mais c'est la seule crainte que l'on puisse avoir. Voilà. Mais moi, j'ai tout entendu. Hein, ça justifiait largement un film, d'ailleurs, hein, qui est un très beau film qui fait près de 2 heures, mais on a tout entendu sur les plantes, parce que, soi-disant, utiliser des plantes toxiques pouvait rendre toxique le produit, ça, ce qui est complètement faux. La plante la plus toxique dans un jardin, c'est la pomme de terre. On laisse les fans de pommes de terre se décomposer sur le sol, c'est pas pour autant que ça empoisonne le sol. Bien sûr. La nature a cette capacité à reconnaître tous les éléments toxiques qui sont extraits par les plantes et de les digérer très rapidement, en quelques heures. Alors que les molécules chimiques, elles s'accumulent. Elles s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Les faits, ça n'a rien à voir. N'importe quel toxicologue honnête l'explique, le dit. Et malheureusement, les politiques ne veulent pas entendre ce qui n'est que du bon sens. Ben, très bien. Et donc, à l'issue de cette auto-édition, de cet ouvrage sur l'ortie... À l'époque, je faisais de l'auto-édition. Pourquoi ? Ben, toujours pour ce même principe. J'ai appliqué à l'édition ce qui m'a réussi en agriculture. C'est-à-dire la vente directe. La vente directe. La vente directe, puisque je m'étais rendu compte en faisant des recherches sur où, quand et comment vendre des bouquins, que tout le monde gagnait 30% dans la chaîne du livre, sauf l'auteur qui en gagnait entre 3 et 8% maximum. Donc j'ai trouvé ça fort injuste, comme je trouvais injuste qu'un paysan ne soit pas rémunéré à la juste valeur. Vos valeur. fromages, tout ce que vous produisiez dans votre micro-ferme, vous le vendiez en direct. On le vendait en direct. On n'a jamais vendu autrement. Et pourtant, donc toi, du coup, l'écriture de cet ouvrage te permettait de financer ton travail photographique en ornithologie. C'était en parallèle. C'était en parallèle. Et donc, du coup, tu as quand même passé un niveau et tu as créé Terran Édition. Alors oui, c'est les impôts qui nous ont un peu poussé à la main. Alors raconte-nous. Le jour, c'est tout simple, et puis là pour le coup c'est légitime. Ouais. Très vite, donc en moins de 5 ans, hein, puisque j'ai les premiers bouquins en auto-édition qui ont eu du succès, qui nous ont rapporté de l'argent, c'était Les Secrets de l'Ortie en 95. Notre revenu avec les bouquins se sont trouvés plus élevés que ceux de la toute petite ferme que l'on avait. C'était pas bien difficile. Donc là, les impôts, puisque je déclarais ce que je gagnais, les impôts sont tombés sur le dos, entre guillemets, et m'ont dit, Monsieur Bertrand, il faut que vous créiez un statut nouveau, parce que vous pouvez pas... ces revenus ne peuvent pas être attribués à la ferme, on ne sait pas comment vous classer, on ne sait pas où vous classer. Et donc l'idée, c'était soit je montais mon entreprise d'auto-édition, soit je montais une maison d'édition qui me permettait d'éditer d'autres auteurs. Et c'est le choix que j'ai fait. Et ça m'a permis effectivement d'avoir une véritable maison d'édition pour laquelle j'étais effectivement le principal auteur, mais pas l'auteur unique. D'accord. Et ça nous a permis d'accueillir des auteurs qui aujourd'hui sont devenus des petites vedettes. Voilà. Je pense à Vincent Munier, avec qui on a fait un premier bouquin justement sur les oiseaux, lui sur les grues, moi sur les oies, mais aussi aujourd'hui Damien Decars et d'autres. Voilà, énormément d'auteurs connus qui travaillent pour les éditions de Terran. Et donc, eh bien, tu t'es pas arrêté là, tu as continué à écrire des ouvrages sur le travail manuel. Du bois vert, voilà. Travail du bois vert. Toujours des thématiques sur lesquelles il n'existait aucun ouvrage, alors que c'est des techniques que moi j'utilisais au quotidien. Pourquoi le travail du bois vert ? Parce que c'est beaucoup plus facile que de travailler sur du bois sec quand on travaille à la main, bien sûr. Ce sont les moteurs électriques qui ont permis le travail des bois secs. Et c'est des techniques qui sont très importantes lorsqu'on veut rester autonome. La vannerie sauvage, tout simplement parce que j'étais là aussi précurseur d'expliquer aux gens qu'on pouvait, avec les plantes qui poussaient à leur porte, juste à côté de chez eux, faire de la vannerie. Sans aller courir à l'autre bout de la France ou importer
de milliers de kilomètres de l'osier ou du rotin. Tu as toujours été dans cette quête de proximité, ne serait-ce que par les oiseaux. Tu me racontais une anecdote quand tu étais plus jeune. Tes camarades qui aimaient aller Quand loin. j'étais au lycée de Neuvic pour mon BTS protection de l'environnement, quand mes copains allaient dans les gorges de la Dordogne observer le Grand-Duc et le faucon pèlerin, moi j'observais les mésanges et les moineaux qui étaient autour du lycée. Bien sûr. Voilà, la nature. Et pareil pour les plantes. Oui. L'ortie m'a toujours beaucoup plus intéressé que la rose ou que des lys majestueux, voilà, dont on ne sait pas grand-chose sauf de la contemplation, ce qui en soi, pourquoi pas. Mais moi, je préfère effectivement travailler sur l'ortie, travailler avec des plantes qui ont des propriétés multiples, qui sont à la fois comestibles, qui ont des usages médicinaux, qui ont des usages artisanaux, qui sont utiles dans tous les domaines. Parce que c'est une mémoire qui a failli se perdre. Et on s'est retrouvé. Ça fait partie de tes recueils, hein, les plantes sauvages comestibles. Voilà. Tu as été dans les premiers aussi. Avec François Coupland, on a été parmi les premiers, effectivement, à développer toute une littérature autour de ces thématiques-là. Et ensuite qui, finalement, on fait beaucoup d'émules. Donc, avec des grands ouvrages comme ça, L'herbier oublié. Alors ça, ce sont des beaux ouvrages. On est plus dans le beau livre. Avec un ami éditeur qui s'appelle Plume de Carotte, Fred Lizac, qui m'a proposé d'écrire les textes de cet herbier. L'herbier oublié, c'est le premier de la série. Le téléphone qui sonne. Attends, j'ai juste coupé. Voilà, pardon, tu peux continuer, excuse-moi. Donc voilà, il y a plusieurs tomes. Oui, il y a plusieurs tomes. Donc celui-ci, c'est le premier. C'est un herbier qui a été retrouvé dans un grenier pour lequel Plume de Carotte m'a demandé d'écrire les textes. Et après, le bouquin a tellement bien marché. C'est un petit éditeur sur Toulouse. Le premier herbier oublié a tellement bien marché que j'ai décliné sur des thématiques de l'herbier boisé, donc sur les arbres, l'herbier toxique, sur les plantes toxiques, parce qu'il y a tellement à dire sur la toxicité des plantes. C'est juste une thématique fabuleuse. Le grand livre des ressources, c'est tout ce qu'on peut faire avec des plantes. On ne se rend pas compte à quel point, effectivement, le végétal est omniprésent dans notre quotidien. Il y a seulement 50 ans, avant l'avènement du pétrole, on faisait tout avec des plantes. Et le chanvre était aussi très Le chanvre fait partie de cet herbier. Il a toute sa place. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu m'avais montré que vous aviez fait pour cet ouvrage. La toute première édition des Secrets de l'ortie, on avait le temps à l'époque. On avait fait des petits marque-pages en rami, qui est une ortie asiatique, donc en fibre d'ortie. Chaque volume avait son marque-page en fibre d'ortie. Magnifique. Voilà. Alors ça, vraiment... Et on essayait dans chaque numéro du Compagnon végétal d'avoir comme ça un petit cadeau surprise, surprendre le lecteur par des petites attentions comme ça, tout à fait originales. Herbier toxique, et j'ai même fait un herbier érotique. Et un bestiaire. Est-ce qu'on peut retrouver ces ouvrages-là aussi dans la boutique de Terran Magazine ? En partie, pas forcément les grands formats. Ils sont édités maintenant en petit format. Les gens peuvent vous écrire aussi. Oui, bien sûr. Mais plusieurs sont effectivement épuisés aujourd'hui et indisponibles. D'accord. Mais on en a encore pas mal. Puis il y a des formules poches qui sont disponibles. Alors donc, en 2015, tu vends Terran Édition. Oui. Pour quelle raison déjà vont-tu raison familiale. D'accord. Voilà, le couple. D'accord. C'est séparation du couple. Voilà. C'est la vie, ok. C'est la vie, voilà. Il faut passer à autre chose. Moi, je sature un petit peu. Des difficultés à gérer l'entreprise aussi, voilà. Parce que ça devient quand même assez important. Ah oui, on avait à l'époque 6 ou 7 personnes qui travaillaient pour... Et donc, tu vas créer tout de suite derrière, donc, Terran Magazine. Je crée Terran Magazine. J'avais déjà donc créé 2-3 ans avant, en 2012, Le Lien Créatif, une revue sur la vannerie, parce que je m'étais rendu compte, c'est bien beau les livres, mais un livre, une fois qu'il est fini, on ne peut rien rajouter dedans. Donc une certaine frustration sur des sujets comme la vannerie. J'ai commencé la vannerie à 20 ans. Donc j'ai commencé très très tôt à faire de la vannerie sauvage. À l'époque, les vanneries sauvages n'existaient pas non plus. C'était de la vannerie rurale, la vannerie paysanne. Le terme de vannerie sauvage, je l'ai utilisé pour le bouquin. Il a eu énormément de succès. Encore aujourd'hui, 15 ans après sa sortie, c'est un bouquin qui marche très très bien.
mais sauf que ce bouquin, j'ai fait 2 tomes pourtant, 2 tomes de 250 pages, ça fait déjà 500 pages, c'est pas mal. Ah oui. Mais comme j'adore aller rencontrer les gens, aller collecter des savoirs anciens auprès C'est comme ça que tu collectes, c'est pas dans les Oui. lectures, encore une fois. Voilà, c'est ça. C'est dans le- C'est par les rencontres physiques. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Ça, c'est formidable. Ouais. C'est soit du savoir-faire que j'acquiers personnellement, quoi, par la pratique, soit effectivement à la rencontre des gens. De temps en temps, un peu d'acquisition par les bouquins, mais en piochant dedans, Voilà. au hasard. Tu parviens Ça. pas à lire un livre d'une traite, quoi. J'ai un instinct qui fait que je vais aller à la bonne page au bon moment pour trouver la citation. Victor Hugo qui parle de l'ortie. Voilà, j'ai pas du tout Victor Hugo, mais je suis tombé quand même sur la citation. Ok. C'est assez marrant. Alors donc, Et donc comment... voilà, j'ai vendu à un groupe éditorial Voilà. qui s'appelle Pictos, des éditions de Terran, Ouais. chez Père. Mais je suis resté directeur de collection. T'es quand Donc même je suis directeur de resté collection, très bien sûr. actif dans la maison d'édition. D'accord. Je donne mon avis sur toutes les parutions de la maison d'édition, qui est restée une maison d'édition d'écologie pratique, Ouais. puisque le groupe Pictos n'avait pas de maison d'édition qui traitait ces thématiques-là. Ouais. Donc il s'est attaché aux éditions de Terran pour compléter son catalogue, et ça marche très très bien. On a Mais en tous les cas, oui, c'est... une production qui est effectivement très, très intéressante. Et très cohérent, parce que moi, donc, je t'ai découvert grâce à plusieurs vidéos avec Damien Decazes, et donc j'ai acheté beaucoup de livres, en fin de compte, chez Terran, sur l'autonomie, sur la maison écologique, sur composer avec le changement climatique, sur le sureau que tu as écrit toi, j'en ai acheté une dizaine, et j'en ai aussi acheté d'autres pour les offrir. Et c'est vraiment pour cela que je suis venu te voir, quoi. Vraiment, c'était... parce qu'il y a quelque chose de très visionnaire, d'écrire des bouquins sur l'autonomie, etc., depuis si longtemps. C'est un petit peu comme l'abbé Pierre avec Emmaüs, ça reste un aspect très visionnaire de penser comme ça aux choses fondamentales et à cette hyper-proximité, cette hyper-connexion avec la nature, tout ce bon sens. Et puis tout ce savoir-faire que j'ai accumulé, moi je pensais, et j'avais plutôt cette image-là au début, et travailler un petit peu dans le passé, mais pas du tout. On se rend compte que et moi j'en ai pris conscience au fur et à mesure de l'avancement de ma carrière, mais je me suis rendu compte que c'était... C'était pas un retour à l'arrière. Ben non, pas du tout. C'est un retour aux valeurs. C'est un retour aux vraies valeurs. Et au bon sens. Le travail de la main, si on le perd, on perd tout. Bah oui. Les machines, le jour où il n'y a pas d'électricité, voilà, comment on fait, voilà. Bah oui. Elle nous enlève notre autonomie. Et grâce à ça, grâce à ce travail-là, et grâce à sa transmission, parce que c'est ça qui est extrêmement important, parce que quand j'ai démarré, je me suis souvent trouvé confronté à des gens qui ne voulaient pas transmettre leur savoir-faire, parce que ils étaient dévalorisés, on les montrait du doigt comme étant des vieux métiers, comme étant... c'était presque désobligeant d'être sabotier ou tonnelier. Aujourd'hui, les choses ont changé, ces vieux métiers sont valorisés, et l'artisanat manuel retrouve du sens. La vannerie est un très bon exemple aussi. La vannerie a toujours eu une mauvaise image, souvent associée aux gens du voyage, aux gitans, des choses comme ça. Aujourd'hui, la vannerie revient au goût du jour, et sans doute en partie grâce au lien créatif, la revue de vannerie qu'on a créée. C'était notre première revue, c'était en 2012, et il y a 2 ans, on a créé une autre revue, la dernière pour l'instant, qui s'appelle Abeilles en liberté. D'accord. Alors, comment ne pas parler des abeilles avec toi? Puisque tu étais un grand passionné des abeilles, donc forcément tu as écrit plusieurs ouvrages. De biodiversité en général et des abeilles en particulier. Dès les années 80, j'ai eu mes premières ruches. Je les ai perdues à cause du varroa, mais je me suis remis à l'apiculture grâce à la vannerie, en allant prospecter des vanniers qui étaient vanniers apiculteurs et qui mettaient des abeilles dans des paniers. Donc c'est ce qu'on appelle des ruches de biodiversité. Alors aujourd'hui, ce sont devenus des ruches de biodiversité. D'accord. Partant de là, je me suis intéressé à ce sujet. J'ai fait un bouquin sur les ruches de biodiversité. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable engouement, il y avait un vrai mouvement de société pour les abeilles, pour les pollinisateurs, mais sans forcément produire du miel.
Oui, c'est ça. Et donc, pour accompagner ce mouvement, on a eu l'idée de créer cette revue, Abeilles en Liberté, qui donne tout un tas d'informations sur la vie des abeilles, sur la vie des pollinisateurs, et qui donne des conseils pour avoir 1, 2, 3 ou 4 ruches chez soi, sans forcément les surexploiter comme on le fait aujourd'hui, et donc les fragiliser. L'idée, c'est d'arriver à redonner un petit peu d'espoir aux abeilles, de faire en sorte que si elles sont moins travaillées, moins poussées, moins exploitées, si on les pousse moins à travailler, elles vont bien évidemment, voilà. C'est comme nous, hein, si on fait 70 heures de boulot par semaine ou si on en fait 35, à la fin du mois, on n'est pas fatigué pareil. Bon, bah formidable. Et alors, est-ce qu'on peut conclure sur ton autre projet aussi que tu fais avec ta fille? Oui, alors tout ce travail, donc à partir du bouquin des ruches de biodiversité et le travail sur Abeilles en Liberté, on a eu l'idée avec ma fille, qui a réalisé avec son ami Yann les documentaires des éditions de Terran, comme la Révolution du sol ou l'Ortifé de la résistance. On a eu l'idée de faire un film sur cette thématique-là. Le film s'appelle Être avec les abeilles, et il sortira le 1er septembre de cette année, 2021. Donc dans les salles de cinéma? Oui, c'est une sortie nationale dans les salles de cinéma qu'on va essayer d'accompagner au maximum par des ciné-conférences. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ce sera possible, où on aura un correspondant ou nous-mêmes pourrons nous déplacer, on ira effectivement animer des débats post-projection du film, puisque ce film montre une apiculture qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. C'est une apiculture respectueuse des abeilles, c'est une apiculture qui laisse toute sa place à l'abeille plutôt qu'à la production du miel et aux autres productions. Parfait, on va suivre ça de près. Alors, quelle conclusion voudrais-tu faire, toi, Bertrand, par rapport à la société actuelle? Par quoi aimerais-tu conclure, toi? Moi, je dirais, j'ai toujours été profondément optimiste. Oui. J'ai des enfants, des petits-enfants, je suis quand même un petit peu inquiet pour eux. Ouais. Mais pas plus que ça. Je me dis que on a la chance d'être dans une espèce de grand laboratoire. Et j'ai souvent rebondi comme ça quand les choses allaient mal, me dire c'est une expérience riche. Si j'arrive à m'en sortir, j'apprendrai énormément. Et je pense qu'on est dans ce type de situation-là. Si on arrive à surmonter toutes les épreuves qui nous attendent, qui sont juste énormes, hein, c'est fabuleux. Je pense que l'humanité n'a jamais été confrontée à de telles difficultés. Je pense qu'on en sortira grandi. C'est pas facile, mais pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à le prendre comme un grand terrain de jeu dans lequel il faut s'engouffrer pour trouver des solutions. La permaculture, c'en est une juste fabuleuse, quoi. Je vois les essais que je fais moi sur mon petit jardin de quelques centaines de mètres carrés. Chaque année, je vois des choses nouvelles se passer. Je me bats contre des dogmes. Je ne vais pas en faire des dogmes, mais ce sont des choses super intéressantes qu'on peut reproduire. Si ça s'est produit une fois, on peut le reproduire et on a des résultats tout à fait étonnants, sans investissement financier, sans aller dépenser des milliards, sans ça, juste en observant, en accompagnant et en profitant de l'énergie que la nature nous dispense. Voilà. Plus on travaille avec le vivant, mieux ça se passe. En fait. Exactement. Travailler avec et non pas contre, c'est un vieux slogan, comme un autre regard sur la nature, c'est des slogans qui ont suivi les éditions de Terran depuis sa création, depuis donc 1999. Et c'est des slogans qui ont été précurseurs, qui sont repris aujourd'hui un petit peu partout et par tout le monde, et j'en suis très heureux. Eh bien, formidable. Eh bien, écoute, merci pour cet entretien. Merci à pour toi. Tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras. Oui, j'espère ne pas m'arrêter là. Voilà. J'en ferai pas autant quand même. On reste en lien. Et merci pour tout et bonne continuation, Bernard. Merci Stéphane.